Mais aujourd'hui, on va se régaler aussi, en tout cas, je l'espère. Nous sommes là pour parler de la carte électorale, cette carte interactive que Thomas a préparée. Et donc, d'essayer d'aller plus loin que les sondages. Les sondages, vous le savez, ce sont un outil qui permet de mesurer l'humeur du moment, si vous voulez. Ce n'est pas un outil prédictif et surtout pas aussi loin de l'élection, comme vous l'avez expliqué hier. Jean-Marc Léger, hein, qui est un sondeur et qui est justement, c'est pour ça que j'apprécie ses participations à notre émission, parce qu'il est extrêmement franc sur les qualités, mais aussi sur les limites de l'exercice. Il est toujours très honnête avec nous là-dessus. C'est un outil qui est évidemment utilisé par les campagnes, par les campagnes politiques, celles de Trump et de Harris, pour faire pas mal de choses, savoir par exemple quels sont les points forts, les points faibles de tel candidat, mais surtout de déterminer au moment X quels sont les états où il faut aller investir de l'argent, par exemple. On va se rendre compte, imaginons que dans un État comme la Géorgie, qui est un État clé, la campagne Trump fait des sondages internes, se rend compte que Trump commence à être décroché, hop, on investit de l'argent massivement en Géorgie pour essayer de rattraper ce retard. Donc les sondages ont aussi cette utilité. Mais les campagnes, lorsque elles préparent l'élection, lorsqu'elles se projettent dans le 5 novembre, elles vont se concentrer et utiliser des tas d'autres outils. Ces outils, c'est ceux qui révèlent, avant même qu'elles se produisent, les secrets d'une élection. C'est énormément de choses. C'est une étude précise des mouvements démographiques pour comprendre pourquoi un État qui, par exemple, était bleu, on va parler de l'Ohio par exemple, l'Ohio qui était bleu il y a quelques années, qui avait cette réputation d'être essentiel, qu'un candidat qui ne pouvait pas gagner l'Ohio ne pouvait pas gagner la présidence, que c'était un passage obligé. D'ailleurs, Donald Trump en 2020 a évidemment surfé sur cette idée qui a été répétée année par année, année par année dans tous les médias américains, que donc le public américain avait toujours dans l'esprit de dire mais regardez, j'ai gagné l'Ohio, et donc comme j'ai gagné l'Ohio, j'ai aussi gagné la présidence. Alors que il y a eu des évolutions démographiques en Ohio qui permet de comprendre pourquoi c'est un État qui est passé de mauve, hein, mauve bleu, à rouge, et de rouge de plus en plus foncé. C'est pareil que lorsqu'on regarde par exemple au niveau de l'Indiana, au niveau du Missouri, ce sont des États où il y a 6 ans, imaginez ça, il y a 6 ans, c'est rien, c'était hier, il y a 6 ans, il y avait des sénateurs démocrates. Aujourd'hui, c'est un État qui est devenu de plus en plus rouge. C'est aussi grâce à ces données démographiques que, en 2020, la campagne Biden a pointé la Géorgie en se disant, voilà, la Géorgie, hein, ça paraissait fou à l'époque, la Géorgie, ça peut être un État que l'on peut faire basculer et transformer en un État bleu. C'est 16 grands électeurs à l'époque, donc c'est vraiment extrêmement important, et c'est ce qui s'est passé. On voit qu'en 2016, Donald Trump avait gagné. Donc ça a été un flip de la campagne, parce que ce n'était pas dans les sondages. La plupart des sondages d'ailleurs donnaient Donald Trump gagnant, ce qui signifiait dans la marge d'erreur, ce qui signifiait que ça allait être une élection serrée. Mais les données, les secrets utilisés par la campagne de Joe Biden leur avaient démontré qu'ils pouvaient gagner en Géorgie. Et c'est en utilisant ces outils, ces secrets, qu'ils sont allés faire campagne. Pas une campagne n'importe comment, on arrive, etc. En se disant, voilà, on a une double stratégie en Géorgie. On va faire une énorme campagne du côté de Atlanta
et le Fulton County. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Tout ça, ce n'est pas du hasard, évidemment. Et donc, on s'attaque du côté de Fulton County. Et ce qu'on essaye de faire, c'est on va limiter les pertes dans ce comté-ci, ce comté-là, ce comté-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Évidemment, ce ne sont pas des informations que les médias vous racontent souvent, mais ce sont ce genre d'informations qu'on va vous raconter aujourd'hui. Et c'est pour les mêmes raisons que la campagne Biden en 2024 d'abord a identifié la Caroline du Nord comme étant une prochaine cible et que désormais la campagne Kamala Harris a décidé de poursuivre, de le mettre dans la liste des États clés. Je me souviens que lorsque... Oui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Lorsque je vous en ai parlé pour la première fois, la Caroline du Nord, de la nécessité, du fait que c'était un état clé lors de la première fois que nous avons fait le baromètre de la chute, je sais que ça a surpris beaucoup de monde. J'ai été attaqué de manière assez virulente sur les réseaux sociaux parce que j'avais mis la Caroline du Nord comme étant un état clé qui pouvait basculer en bleu. On va voir aujourd'hui pourquoi et on va voir que c'est devenu entre-temps, 6 mois après, c'est devenu officiellement un état clé. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment c'est devenu un état clé. C'est pas du jour au lendemain une campagne qui se décide. Hein, les États-Unis, c'est un pays énorme. Nous sommes dans une dépense budgétaire en termes à la fois de publicité, mais d'efforts sur le terrain de plusieurs milliards de dollars. On ne prend pas une carte dans la campagne et ben tiens, on va faire nos efforts dans cet état. Les efforts sont faits parce qu'ils ont accès à des données démographiques, ils ont accès à la liste électorale, ils ont accès à des tas d'informations. Et aujourd'hui, ces informations, je vais vous les partager ensemble. On va les partager pour arriver à cette fameuse carte du baromètre de la chute. C'était important de le faire aujourd'hui parce que aux États-Unis, nous sommes en plein week-end de Labor Day. Le week-end de Labor Day, c'est, même si dans la vérité c'est aussi un concept qui commence à être dépassé, mais c'est le début officiel, si vous voulez, de la campagne, c'est le sprint, c'est le fait que dans une semaine, dès le 6, la Caroline du Nord, hein, je vous en parlais il y a quelques secondes, va commencer à voter. Donc voilà, maintenant il n'y a plus de marche arrière, on fonce en avant. Garde ce document sous la main, Thomas, parce que on va en avoir dans quelques secondes, besoin de quelques secondes. Donc le 6 septembre, l'élection présidentielle américaine commence le 6 septembre. Et donc c'était important de vous proposer cette carte. En fin d'émission, je vous proposerai cette carte. On va parler de plein de scénarios. Si j'ai le temps, j'espère aussi de vous parler de celle du Sénat. Le Sénat, c'est un sujet extrêmement important dont on parle très peu, malheureusement, alors que c'est clé. Un président en minorité au Sénat ne peut pas faire grand-chose, y compris, par exemple, faire valider un juge pour la Cour suprême. On l'a vu lorsque Obama a essayé de le faire en fin de mandat et que la majorité républicaine s'y est opposée. Donc c'est vraiment essentiel le Sénat. Et j'ai des informations justement à vous partager. Donc on va essayer tout ça. Voilà, si vous êtes prêts, petit spot et on y va. Voilà, bienvenue de retour dans la chute. Donc on va se lancer immédiatement dans notre carte électorale pour vous montrer les chemins les plus probables, et après on va rentrer dans les détails pour voir comment c'est possible ou pas aujourd'hui
à 65 jours de l'élection, mais encore une fois, l'élection commence en réalité dans 7 jours, le 6 septembre, ce que les campagnes considèrent comme les manières les plus plausibles. On va commencer par Donald Trump, qui a ce qu'on appelle des chemins pour gagner, des paths. On a quelques-uns, mais globalement, la possibilité de gagner de Donald Trump aujourd'hui se concentre sur 3 options. Les 3 options du côté de la campagne de Trump, on se dit, ben voilà, avec surtout l'arrivée de Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, avec le soutien des syndicats, oublions une partie du Rust Belt, oublions le Wisconsin, et oublions le Michigan, donc qui du coup sont bleus. Hein, on n'arrivera pas à gagner là-bas. Donc on va les donner aux démocrates, qui arrivent du coup à 251. Je vous rappelle que il faut 270 grands électeurs pour gagner, que l'élection américaine ne se détermine pas au suffrage universel, mais se détermine sur ces grands électeurs. Cody vous proposera dans les jours qui viennent une vidéo justement qui vous raconte le système électoral américain. Je sais que c'est un système qui est complexe, donc Cody fera cette vidéo. Au-delà de ça, c'est possible que cela soit, je pense que c'était Sonia qui nous avait demandé ça dans le chat de la chute.info, nous avait demandé de revenir sur ce système de grands électeurs. On pourra peut-être en parler demain dans Maintenant à vous, mais bon, en tout cas, voilà, donc pour arriver à 270, donc du côté de Trump, on se dit ok, on peut abandonner et concentrer nos efforts sur autre chose, parce que le Wisconsin et le Minnesota, ça va être compliqué d'aller gagner, ça va nous coûter beaucoup d'argent, surtout depuis l'arrivée de Tim Walz. Dans le même esprit, la campagne Trump, on le voit dans les dépenses publicitaires, est en train de se dire le Nevada et l'Arizona, ça va être compliqué. Mais c'est pas grave. Donnons le Nevada et l'Arizona aux démocrates. Donc, on rajoute ça. Et donc, avec tout ça, les démocrates sont à 268. Donc, vous voyez, ils ont gagné déjà la plupart des États gagnés par Joe Biden, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, du côté de la campagne de Donald Trump, on se dit, bah, la réalité, cette campagne va se jouer sur 3 États. La Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie. Donc on va mettre, imaginons, hein, parce qu'on va voir, je vais vous parler de chiffres, des efforts en Pennsylvanie par exemple de la campagne Trump, on met la Pennsylvanie en rouge, vous allez voir, les démocrates sont à 268, on passe à 238 pour les républicains, on met la Caroline du Nord que Trump a gagné, hein, ne l'oublions pas, Trump a gagné en 2020. Alors c'est intéressant, j'ai ressorti les chiffres. Le résultat final, c'était 49,93% des voix pour Donald Trump, 48,59% pour Joe Biden, une différence d'un petit peu moins de 1,40. Ça veut dire quoi concrètement? C'est 72 000 électeurs. 72 000 électeurs qui ont donné ces 16 grands électeurs, 16, c'est énorme, 16 grands électeurs à Donald Trump. Dans le calcul de Trump, c'est de dire on va gagner en Pennsylvanie, on va gagner en Caroline du Nord, on garde la Caroline du Nord, regardez, on rajoute la Caroline du Nord, on passe à 254 et on reprend par tous les moyens possibles. Ça sera le sujet justement d'une chute très prochainement, c'est promis, sur ce qui est en train de se passer en coulisses en Géorgie pour tenter de gagner l'élection, même si Donald Trump la perd au niveau des urnes. Et donc lorsqu'on met la Géorgie dans le camp de Donald Trump, regardez l'effet immédiat en termes de grands électeurs. 270, 268, Donald Trump est à la Maison Blanche. C'est énorme.
Donc du côté du Parti démocrate, c'est évidemment de se dire, et c'est pour ça que pendant très longtemps, la candidature de Josh Shapiro, qui est le gouverneur de la Pennsylvanie, gouverneur démocrate extrêmement populaire, on s'était dit, bah tiens, et d'ailleurs jusqu'au bout il a été finaliste, on dit, bah tiens, ça serait pas mal que ça soit lui le colistier de Kamala Harris. Pourquoi? Parce que imaginons que dans cette carte électorale où Trump garde la Caroline du Nord et gagne à nouveau en Géorgie, la Pennsylvanie tombe du côté démocrate. On va voir la différence. Donc 287. C'est-à-dire que du coup, on va enlever l'Arizona, vous allez voir, on va enlever l'Arizona, on va le donner à Donald Trump. Je vais vous expliquer pourquoi je ne pense pas, mais on va le donner à Donald Trump. C'est 276. On imagine que le Nevada, où il y a eu des mouvements démographiques extrêmement importants, avec un afflux d'électeurs républicains ces derniers mois, ces dernières années, après Covid, qui ont quitté la Californie parce qu'ils étaient contre les mesures du gouverneur en termes de confinement, de masques et de vaccination, et aussi en termes d'imposition. Donc on donne le Nevada à Donald Trump, et vous voyez que malgré tout cela, Kamala Harris est à la Maison-Blanche parce qu'elle gagne simplement la Pennsylvanie. C'est aussi simple que ça. Dans cette élection serrée, elle gagne la Pennsylvanie, elle est à la Maison-Blanche. Mais l'idée de la campagne de Kamala Harris, c'est de passer à l'offensive. C'est de se dire, ok, cette carte nous intéresse, mais on va forcer la campagne Trump à venir défendre sa position. Parce que regardez ce qui se passe si, par exemple, Donald Trump perd encore une fois en Géorgie. S'il perd en Géorgie, il est obligé d'aller gagner les 2 États du Rust Belt. Parce que s'il va gagner le Michigan, donc on le met en rouge, il est derrière. Donc il est obligé aussi d'aller gagner le Wisconsin. Ce qui devient très compliqué, le Wisconsin à côté de Tim Walz. Donc la candidature de Tim Walz permet de rendre une victoire de Trump quasiment impossible dans ces États-là. On est vraiment dans de la partie d'échec. Et en plus de ça, la campagne Harris-Walz dit ce qu'on va faire, on va passer à l'offensive sur la Caroline du Nord. On va mettre la Caroline du Nord en bleu, on va remettre le Michigan en bleu. Vous voyez, dans cette optique-là, nous sommes à 302. Et là, d'un coup, c'est toutes les difficultés de la campagne Trump. C'est-à-dire que sans même faire énormément d'efforts du côté de l'Arizona et du Nevada, en concentrant les ressources sur ces 3 États, Géorgie, Pennsylvanie, Caroline du Nord, cela met la campagne Trump dans une situation défensive extrêmement compliquée. Nous sommes dans une réalité où, oui, Donald Trump peut en théorie gagner s'il gagne d'autres États, mais dans la réalité, c'est de la mission quasiment impossible pour lui s'il ne gagne pas la Pennsylvanie et la Géorgie. On va, par exemple, imaginons, il gagne la Pennsylvanie, Donald Trump gagne la Pennsylvanie, pour que vous voyez bien les enjeux, il gagne la Géorgie. Voilà, il peut se permettre de perdre la Caroline du Nord. Voyez le calcul. La Géorgie et la Caroline du Nord, c'est pareil. Il perd la Géorgie, il doit gagner la Caroline du Nord pour fonctionner. C'est vraiment toute l'équation de Donald Trump se concentre sur ces États-là. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose de faire ensemble, c'est justement de se poser les questions, de dire ok, mais on a bien joué avec la carte, c'est sympa, mais à quoi ressemble la situation sur le terrain?
Qui est favori? Oui, on a les sondages, mais comme je vous ai expliqué, ce ne sont pas les sondages qui permettent aux campagnes de déterminer où mettre leurs ressources, comment déterminer que, ok, on va attaquer en Caroline du Nord, ok, on va défendre en Pennsylvanie. Ce sont d'autres données. Et donc, on va voir tout ça ensemble tout de suite après une petite pause. Alors, il y a des tas d'outils à disposition d'une campagne. Avant de me lancer, attendez, j'attends que Thomas me remette voilà, le bon dossier est en train de faire un énorme travail en coulisses pour avoir accès aux documents, avoir accès à la carte. Merci, merci Thomas. Et par avance, excusez-nous si il y a un peu de flottement par moment. C'est vraiment un exercice très compliqué que je lui demande aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, il y a plein d'éléments à disposition des campagnes. Par exemple, l'étude de tendance nationale. Hein, lorsqu'on regarde 10-15 ans de résultats électoraux, pas de sondage pour le coup, se dire, ok, quelle est la tendance politique des États-Unis? Est-ce qu'elle va plus à droite, plus à gauche? Est-ce qu'elle reste pareille? Et après, on compare avec l'État en mettant les résultats. Je vais vous prendre un exemple qui n'est pas un État clé, mais pour vous montrer comment on effectue un parallèle, qui est un État extrêmement important dans la course au Sénat, qui est le Montana. Montana que les démocrates doivent absolument garder et ça va être très compliqué, s'ils veulent s'assurer une majorité au Sénat. Et donc, lorsque on regarde l'évolution, et c'est le genre d'études que font les campagnes, on voit comment le Montana, comme le reste des États-Unis, est en train de tourner, c'est une tendance de tourner sur la gauche. Donc je vous explique, la ligne médiane 0, c'est les résultats qui veulent dire que voilà, on est plutôt au centre. Et puis, à mesure que l'on part sur la gauche, évidemment, l'Amérique est plus à gauche, donc ce sont les résultats, démocrates plus 10, de l'autre côté c'est républicain plus 10, on voit que le Montana, qui est un État républicain, un État rouge, il n'y a aucun doute que Donald Trump va gagner le Montana en 2024, on voit qu'il suit à son rythme une évolution parallèle à la société américaine. Vous voyez qu'en 2008, l'effet Obama, c'était quelque chose. Le Montana a failli tomber dans le camp démocrate. C'est complètement fou. Mais oublions le Montana et on regarde la courbe. Ce sont encore une fois des courbes de résultats. Et on voit que après un mini recul en 2016, avec la victoire de Donald Trump, que la société américaine dans son ensemble bascule vers un pays qui est plus démocrate que républicain. Donc ça, déjà, c'est un élément utilisé par les campagnes pour se dire, voilà, l'Amérique est en train, générationnellement, de basculer sur sa gauche, ce qui veut dire que les thèmes de campagne qu'on va utiliser vont refléter ce changement. Tout à l'heure, autre élément, c'est pour vous montrer que ce ne sont pas forcément des éléments qui sont liés directement à une élection.
Le prochain, c'est encore plus que ça. Tout à l'heure, je vous parlais du Rust Belt et entre autres du Michigan. On va revoir la carte du Michigan et du Wisconsin en vous expliquant que normalement, en tout cas c'est le cas du côté de la campagne Trump, lorsqu'on regarde les dépenses publicitaires, même si on continue à investir dans le Michigan, on a laissé tomber le Wisconsin, et dans le Michigan, c'est en train de considérablement ralentir. Pourquoi ? Il y a de multiples facteurs, mais un des facteurs, c'est la manière dont aujourd'hui les Américains voient les syndicats. On va regarder, c'est un élément aussi important. On comprend pourquoi, du coup, vous allez voir, les démocrates ont invité les syndicats à parler à la convention démocrate, ont invité, vous vous en souvenez sûrement de Chafin, le directeur, le patron, le syndicaliste de UAW, donc le syndicat automobiliste. On se rend compte, lorsqu'on regarde la perception des syndicats depuis 1936, que les Américains sont revenus à une perception positive des syndicats qui était liée au New Deal de Franklin Roosevelt et à l'effort de guerre et aux années après-guerre, donc la naissance du rêve américain. Et donc nous sommes à ce niveau-là, après des années où ça s'était effondré, ça avait commencé sous l'ère Reagan, pour arriver au plus bas sous George W. Bush, où le syndicat était l'ennemi de la Maison-Blanche, l'ennemi du capitalisme. Et aujourd'hui, 70% des Américains, c'est énorme, approuvent le travail fait par les syndicats. Et donc, au-delà de leur possibilité d'organisation sur le terrain, au-delà de cette possibilité-là, cette réputation positive est utilisée par les démocrates pour les aider dans ces États clés, dont aussi la Pennsylvanie. Lorsqu'on parle de la Pennsylvanie, sachez que, les syndicats et Shapiro travaillent ensemble à faire élire Kamala Harris, et que ses opinions positives sur les syndicats sont aussi ceux de la Pennsylvanie. Donc c'est vraiment important de garder ça en tête. Tout à l'heure, je vous parlais des revenus publicitaires de ces États-là. Pour que vous compreniez de quoi on parle ici, je vais vous parler des réservations de spots publicitaires. On a déjà une courbe, vas-y Thomas, on a une courbe pour vous montrer à quoi ressemble, et cette courbe est déjà dépassée, elle date d'il y a 2 mois, en termes de campagne, ce que représente une campagne électorale en termes de milliards. Il y a quelques mois, on estimait que 12 milliards de dollars seraient dépensés pour cette campagne de 2024. En rouge, la courbe que vous avez, c'est en général le taux de pourcentage de la publicité dans les médias. Vous voyez que tous les 4 ans, et vous comprenez pourquoi aussi tous les médias sont en boucle sur la campagne électorale, vous comprenez l'impact de telles campagnes. Ça représente énormément d'argent. Et donc, ça, c'est ce qu'on pense globalement. Maintenant, ce que je vais vous donner comme information, et vous allez voir tout de suite ce qui est en train de se dessiner, ce sont les réservations faites par les campagnes en termes de spots publicitaires. Il y en aura d'autres, mais à l'avance, on vient réserver des spots publicitaires entre lundi qui arrive, donc là, mardi même, dans 2 jours, dans 3 jours, pour Labor Day, jusqu'au 5 novembre. Il y a plus de 400 millions de dollars de spots de pub réservés à la télévision. On ne parle pas de publicité digitale aussi, je vous parle simplement de publicité à la télévision. 400 millions de dollars qui vont être dépensés pour acheter des spots publicitaires de mardi prochain
au 5 novembre. En gros, du 5 septembre, je sais que ça ne sera pas le 5 septembre, mais pour que vous compreniez, du 5 septembre au 5 novembre, donc en 2 mois, 400 millions de dollars vont être dépensés. Et ce que je vous disais en début d'émission sur quels seront les États clés, dans ces réservations de spots publicitaires, on retrouve 7 États. Donc c'est la confirmation qui va au-delà des sondages que les campagnes considèrent que 7 États sont en jeu. C'est extrêmement important parce que on peut nous dire, ben voilà, on a le sentiment que la Caroline du Nord est en jeu. Non, c'est une réalité. Il y a un investissement publicitaire extrêmement important. Et donc, lorsqu'on regarde dans le détail de ces États-là, pour les 2 derniers mois d'élection, on se rend compte que sur ces 400 millions de dollars, et je vous parle ici de dépenses pour la campagne présidentielle, on parlera pas forcément aujourd'hui, mais de dépenses pour la campagne pour le Sénat et de dépenses pour la campagne pour la Chambre des représentants. Ces 401 millions en 2 mois, c'est uniquement pour la campagne présidentielle. Il y a 137 millions de dollars qui vont aller sur la Pennsylvanie. 137 millions de dollars sur la Pennsylvanie. Donc ils vont être dépensés en 2 mois. C'est vraiment la cible numéro 1 des 2 campagnes et des PAC qui essayent de faire élire leurs candidats. C'est la Pennsylvanie. C'est tellement la Pennsylvanie que, à elle toute seule, la Pennsylvanie, en termes de dépenses publicitaires, c'est l'équivalent du deuxième, la Géorgie, sans surprise. Et le troisième, le Michigan, et ça c'est plutôt une surprise, d'accord. Le Michigan reste une cible publicitaire importante, mais ensemble, les 3 États, les 2 États, Géorgie plus Michigan, ce n'est même pas l'équivalent de la Pennsylvanie. Et ce qui est intéressant ensuite, quand on rentre dans ces chiffres par campagne, on se rend compte que dans les 2 prochains mois, la campagne Trump va utiliser 81% de ses achats de spots publicitaires pour 2 États. Vous vous doutez lesquels? La Pennsylvanie et la Géorgie. Donc aujourd'hui, du côté de la campagne Trump, on est quasiment all-in. Ça peut encore changer dans les prochaines semaines, mais on est all-in on est tapis sur la Pennsylvanie et la Géorgie, avec un mouvement qui est extrêmement intéressant depuis ces dernières semaines. Maintenant, le graphique que je vais vous montrer, qui a été réalisé par le Wall Street Journal, démontre, non, c'est l'autre, c'est le premier, voilà, démontre que c'est les dépenses publicitaires des dernières semaines et va vous démontrer où se trouvent psychologiquement les campagnes aujourd'hui. Donc vous voyez que ces dernières semaines, et c'est une première, Trump et ses alliés ont plus dépensé en publicité que Kamala Harris. Il y a aussi une autre raison. C'est que Kamala Harris profitait d'une publicité gratuite importante liée à son entrée en campagne, liée à la nomination de Walz et liée à la convention démocrate. Mais pour la première fois, la campagne de Trump a plus dépensé. Et donc, dans ces dépenses-là, ce qui est intéressant à suivre, c'est l'évolution de 3 courbes. Donc on voit par exemple dans le Michigan, on est à peu près au même niveau. Wisconsin à peu près au même niveau et c'est en train de baisser parce qu'on considère du côté républicain que les chances de gagner dans Wisconsin sont limitées. Je vous rappelle 81% vers la Pennsylvanie et 81% en Pennsylvanie plus Géorgie. Donc vous voyez en Pennsylvanie c'est un investissement massif, c'est 43,5 millions. Ça c'était les 2 dernières semaines.
Hein, c'était depuis les 3 dernières semaines, depuis la fin de la candidature de Biden jusqu'à hier. Hein, donc c'est vraiment un investissement massif en Pennsylvanie. C'est la cible numéro un de Donald Trump. Mais ces courbes vous apprennent 3 choses. Regardez la Géorgie, regardez l'Arizona et regardez la Caroline du Nord. Quand il y a un soudain pic de dépenses d'une campagne qui fait qu'elles ne sont pas à peu près au même niveau. Vous pouvez voir que dans le Michigan, dans le Nevada, dans le Wisconsin et en Pennsylvanie, elles sont à peu près au même niveau. Ça veut dire que une campagne n'est pas sur la défensive. Les deux campagnes estiment que c'est relativement serré et que donc on investit à peu près au même niveau. Lorsqu'une campagne rentre sur la défensive et doit venir investir massivement parce que ces informations internes leur démontrent qu'ils sont en train de perdre, d'un coup, vous avez une différence de niveau. Et regardez ce qui se passe en Géorgie. En Géorgie, que Trump doit absolument gagner, soudainement, ces 3 dernières semaines, investissement massif de la campagne Trump en Géorgie. Pourquoi ? Parce que les informations sur la Géorgie, et je vais vous expliquer pourquoi la démographie rentre en ligne de compte, sont négatives pour Donald Trump. Regardez l'Arizona. Même phénomène. Pourquoi ? Parce que ces dernières semaines, le sentiment du côté de l'Arizona, c'est que Kamala Harris va s'imposer pour différentes raisons. Je vous donnerai des données démographiques extrêmement importantes sur l'Arizona et vous allez comprendre pourquoi d'un coup la campagne Trump est venue investir massivement pour tenter de gagner en Arizona. Et puis vous voyez que la stratégie offensive de la campagne Harris en Caroline du Nord est en train de payer. Parce que d'un coup, la campagne Trump se dit voilà, il faut investir des ressources pour défendre la Caroline du Nord. Parce que si on perd la Caroline du Nord, on perd l'élection. Et ça, c'est l'avantage on appelle ça, lorsqu'on expande la carte, c'est-à-dire lorsque un candidat arrive à être compétitif sur plusieurs États, c'est qu'il force l'autre parti à dépenser de l'argent. C'est 16 millions de dollars que Trump a dépensé ces 3 dernières semaines en Caroline du Nord, qu'il a gagné en 2020. C'est 16 millions de dollars qu'il n'a pas pu mettre en Pennsylvanie ou en Géorgie. C'est vraiment extrêmement important. On va continuer, tenez, justement, sur la Caroline du Nord. Pourquoi les démocrates estiment qu'ils peuvent aller gagner en Caroline du Nord? Je vous rappelle que c'est un jour, il faudra aussi rendre hommage à la campagne et au travail en amont fait par Joe Biden. C'est la campagne de Joe Biden en premier qui a identifié cette possibilité. D'abord, évidemment, parce que c'était une élection extrêmement serrée en 2020 avec une victoire étriquée de Donald Trump, 72 000 voix, mais parce que depuis, il s'est passé pas mal de choses en Caroline du Nord. Déjà, le gouverneur de la Caroline du Nord est un démocrate. C'est Ray Cooper, un ami de Kamala Harris, qui était considéré comme un possible colistier de Kamala Harris et qui a dit non, je ne vais pas être ce colistier, je vais rester en Caroline du Nord pour aider justement à faire basculer la Caroline du Nord. Donc c'est un avantage lorsque le gouverneur est de votre État. On l'a vu au Nevada, de votre parti. Au Nevada, le gouverneur est républicain, ce qui rend la tâche compliquée. Mais lorsque vous avez, comme en Arizona, comme en Pennsylvanie, un gouverneur de votre État, d'un coup, il y a une prime au sortant, si vous voulez. Vous faites partie du même parti politique. Et donc, il y a plein de petits éléments qui sont intéressants. Du fait du gouverneur qu'il soit démocrate,
à d'autres qui sont complètement liés au hasard. Je vais par exemple vous montrer un bulletin de vote en Caroline du Nord. Je vous rappelle que la Caroline du Nord commence à voter le 6 septembre prochain. Donc ça, c'est le bulletin de vote que vont recevoir les électeurs de Caroline du Nord, où ils vont choisir le candidat. Donc déjà, vous voyez, et c'est un problème pour Donald Trump, donc c'est aussi une raison pour laquelle les démocrates investissent en Caroline du Nord, c'est que Robert F. Kennedy Jr., qui enlève des voix à Donald Trump, est toujours candidat en Caroline du Nord. Il a annoncé son retrait partiel de la campagne. C'était trop tard pour faire modifier le bulletin de vote. C'est important. L'autre fait qui est important aussi, c'est l'ordre dans lequel apparaissent les candidats. Ça paraît complètement fou, mais c'est une réalité. Il y a une concordance de nombre de voix à votre place sur un bulletin de vote. Hein. C'est plusieurs pages, ça c'est que la première page. Et donc, il y a un intérêt à être le premier nom. Et en 2024, le premier nom que les électeurs vont voir quand ils vont se retrouver dans l'urne, c'est Kamala Harris, et en deuxième, c'est Kennedy. Et vous allez me dire, mais attendez, c'est quoi la logique? Pourquoi Kamala Harris est première et pourquoi Kennedy est deuxième? Pourquoi Trump, qui est le candidat du deuxième parti le plus important, qui est le Parti républicain, se retrouve enfin, après même Jill Stein et des candidats que même moi, je ne les connais pas, comme Randall Terry et Stephanie Broden du Parti de la Constitution. Pourquoi? Est-ce que c'est encore une manipulation des démocrates qui profitent du fait que le gouverneur soit démocrate? Non, pas du tout. La Caroline du Nord a un statut, a une manière de choisir l'ordre de manière assez particulière. Ce n'est pas alphabétique, c'est en 2023, donc c'est ça chaque année, donc c'est un an avant le début du scrutin, il y a un tirage au sort qui va déterminer l'ordre sur le bulletin de vote. Et en 2016, Donald Trump avait gagné ce tirage au sort et était premier sur le bulletin de vote. En 2020, Donald Trump avait gagné ce tirage au sort et était premier sur le bulletin de vote. En 2023, c'est le ticket démocrate, Kamala Harris n'était pas encore gagnante, qui a gagné, elle n'était pas encore candidate, qui a gagné ce tirage au sort et donc se retrouve en tête sur le ticket. C'est un petit détail, mais c'est un détail qui compte chez les électeurs. Il y a énormément de questions. Les bulletins de vote, Jean-Marc vous en a parlé très souvent, sont extrêmement confus. Les gens vont à la simplicité. S'ils ne retrouvent pas leur candidat dans les 2 ou 3 premiers noms, ils ne votent pas pour lui. Donc c'est un petit détail, mais c'est important. Mais surtout, si les démocrates, l'année dernière, la campagne Biden et depuis la campagne Harris, avaient identifié la Caroline du Nord, c'est grâce à Donald Trump lui-même. Pourquoi? Parce que dans les élections, les primaires pour justement les élections en termes de gouverneur, Donald Trump avait apporté son soutien à un des pires candidats possibles, MAGA, un extrémiste radical, complètement fou, il n'y a pas d'autre mot, qui s'appelle Mark Robinson. Et Mark Robinson, grâce au soutien de Donald Trump, a gagné la primaire républicaine. Vous savez, c'est quelque chose qu'on a déjà connu en 2022, où Donald Trump est un formidable candidat de primaire, il a un formidable soutien aux candidats des primaires, on l'a vu par exemple en Arizona, mais lorsque on arrive à l'élection générale,
ces candidats que Donald Trump a soutenus, ils sont trop extrémistes pour les indépendants et pour une partie des républicains, et ils offrent un boulevard aux démocrates pour faire des campagnes publicitaires en disant, ben voilà, nous ne sommes pas aussi extrémistes. Et c'est exactement ce qui se passe en Caroline du Nord, avec un candidat extrêmement extrémiste, c'est le cas de le dire, mais surtout radical sur tout ce qui touche à l'avortement. Et vous le savez comment ça va être une raison essentielle d'aller voter. Donc on va voir un de ces spots qui a été fait contre Mark Robinson, qui reprend ses déclarations scandaleuses, je vous en traduirai après, sur les questions de l'avortement. Let's say I was the governor and had a willing legislature. We could pass a bill saying you can't have an abortion in North Carolina for any reason. For me, there's no compromise on abortion. It makes no difference to me why or how that child ended up in that womb. Abortion in this country is not about protecting the lives of mothers. It's about killing a child because you aren't responsible enough to keep your skirt down. It's not your body anymore. Voilà, donc, excusez-moi, j'ai avalé de travers. Thomas fait passer une pause, s'il te plaît. Voilà, nous revoilà, c'est une réaction allergique à un Mark Robinson, ben justement, pour la régie, il n'y a pas de miel là-dedans. Donc voilà, c'est un fou furieux Robinson, exactement. Donc c'est vraiment, il est antisémite, il frôle avec des thèmes néo-nazis. C'est vraiment un extrémiste, et justement au niveau du Parti républicain, lorsqu'il y avait eu l'année dernière les primaires, il y avait eu beaucoup d'appels, y compris dans le camp de Trump, de dire non mais il ne faut pas soutenir ce candidat-là parce que il va venir nous handicaper. Et donc dans ce spot publicitaire, vous l'avez entendu, il dit que votre corps, il parle aux femmes, votre corps ne vous appartient pas. Il explique que c'est hors de question d'autoriser l'avortement parce que vous n'avez pas fait l'effort de garder votre jupe, et donc vous avez enlevé votre jupe, en gros comme si les avortements étaient simplement liés à une sorte de sexualité de confort, si vous voulez, et en expliquant que s'il était élu gouverneur, il interdirait totalement l'avortement en Caroline du Nord. Évidemment, c'est du pain béni pour les démocrates. Et le calcul pour les démocrates, le calcul de la campagne de Kamala Harris, alors que, il y a un article, juste avant que je commence le direct, il y a un article dans le New York Times qui démontrait que pour la première fois, l'avortement était en tête des sujets de préoccupation des électeurs américains et plus particulièrement des électrices. C'est l'arrivée de Kamala Harris dans cette campagne-là. La candidature de Mark Robinson s'est considérée comme du pain béni pour les démocrates parce que c'est le genre de candidature qui permet de faire déplacer les foules pour voter contre lui. Et donc le calcul, c'est de se dire si les gens se déplacent pour voter, pour voter contre Mark Robinson, ils vont également voter pour Kamala Harris qui est dans des thèmes qui sont opposés. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Il y a deux autres points importants, et après on fera une petite pause. Il y a deux points importants. On va faire la pause tout de suite. Il y a deux autres points importants sur la Caroline du Nord. Pourquoi c'est une cible des démocrates? Je vous en parle tout de suite après.
Donc sur la Caroline du Nord, sur les autres forces, je vais vous parler une des faiblesses de la Caroline du Nord pour les démocrates, une des difficultés pour les démocrates, même si c'est en train de s'arranger. Mais il y a un autre signe qui est extrêmement encourageant, c'est l'effet Kamala Harris sur les listes électorales. Je vais vous montrer une évolution des inscriptions sur les listes électorales et vous allez voir, c'est la folie. Donc la ligne verticale, c'est le moment où Joe Biden a annoncé qu'il était remplacé par Kamala Harris. Vous voyez que l'enthousiasme, on le sait, l'enthousiasme des démocrates était limité à ce moment-là, et donc on voit qu'en termes d'inscription sur les listes électorales, les démocrates perdaient des électeurs. Vous voyez, ça baisse, et puis d'un coup, il y a un effet positif. On va le revoir un peu plus tard, je vous montrerai des statistiques plus précises sur la Pennsylvanie et la Californie qui permet d'accéder à ces données plus facilement, même si la Californie c'est un État démocrate. Ce sont des données extrêmement intéressantes parce qu'elles correspondent à une tendance sur l'ensemble du pays depuis l'arrivée de la candidature de Kamala Harris. C'est d'autant plus intéressant sur la Californie que c'est un État où on considère qu'en gros que 85% des électeurs qui sont des citoyens, des résidents de Californie qui sont sont déjà inscrits sur la liste électorale. Donc d'avoir des rebonds lorsque vous êtes quasiment à votre maximum d'inscription sur la liste électorale, c'est un mouvement de fond. Et donc ce mouvement de fond, on le retrouve sur la Caroline du Nord et il n'a toujours pas baissé. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Il y a aussi, lorsque je vous parlais des outils qui sont utilisés par les campagnes pour déterminer les cibles, il y en a d'autres qui n'ont aucun rapport avec le politique. C'est par exemple d'utiliser les mouvements démographiques. Et aujourd'hui, les démocrates se sont rendus compte que 40% de l'électorat de la totalité de la Caroline du Nord se retrouve dans une seule zone géographique qui est autour de Charlotte, donc, et de ce qu'on appelle le triangle technologique. C'est une zone où il y a énormément de startups qui sont venues, ce qui veut dire que ça a changé la démographie de l'État. Ça a permis l'arrivée de beaucoup de monde, d'autres États, des gens qui ont des diplômes universitaires. C'est extrêmement intéressant parce qu'on sait que les démocrates, que ça a été Joe Biden ou Kamala Harris, font leur plus gros score chez les personnes avec des diplômes universitaires. Et donc l'expansion de cette zone économique qui représente à elle seule 40% de l'électorat fait dire aux démocrates que, ok, on a nos chances parce que dans ces zones-là, on va gagner très largement contre Donald Trump. Que ce soit dans ce qu'on appelle les suburbs, donc les banlieues des villes ou les villes, on est en avance. 40% c'est beaucoup, mais si on compare à l'Arizona ou à la Géorgie, c'est pas assez. Et c'est pour ça aussi, on fait une petite parenthèse sur l'Arizona, lorsqu'on regarde l'Arizona, les démocrates sont confiants pour des tas de raisons. Des tas de raisons liées au fait que, par exemple, il va y avoir un référendum sur le droit à l'avortement. Sur le fait que la candidate, comme Mark Robinson, la candidate MAGA, est extrêmement impopulaire. C'est Kari Lake. Elle est impopulaire avec les indépendants et avec une partie des républicains qui n'iront pas voter pour elle. Elle a actuellement 15 points de retard sur Ruben Gallego, le candidat démocrate. Donc, ils sont extrêmement populaires aussi parce que l'évolution démographique de l'Arizona fait qu'en 2024, Phoenix et la banlieue représentent 67%
des électeurs de l'ensemble de l'État. 67%. Les villes, les banlieues. Les villes votent démocrate, les banlieues, ce sont les familles, ce sont les femmes que Donald Trump a perdu en 2020, il les avait gagnés en 2016. Il essaye en ce moment de revenir vers elles en utilisant les mêmes recettes qu'en 2016. En 2016, il avait utilisé la peur de l'étranger qui allait venir jusque dans vos chambres vous violer. C'est exactement les thèmes de sa campagne. Il a posté aujourd'hui, entre autres sur Truth Social, des publicités qui vont dans ce sens-là. Si vous votez pour moi, je vais vous protéger. C'est ce qu'il avait réussi à faire en 2016. Mais aujourd'hui, Donald Trump, pour de multiples raisons, est rejeté par cet électorat-là. L'avortement, incarné, la lutte pour l'avortement, la liberté de choix incarnée par Kamala Harris est une de ces raisons. Et donc ce qui est intéressant, c'est que 67% des électeurs de l'Arizona sont sur Phoenix. Donc c'est facile de faire une campagne et c'est démographiquement une partie de la population qui est plus encline à voter démocrate ou indépendante. Pareil en Géorgie. Pourquoi les démocrates en 2020 pourquoi Joe Biden avait identifié la Géorgie comme une cible en 2020 et pourquoi Kamala Harris est allée faire campagne en Géorgie comme on l'a vécu ensemble il y a quelques jours et pourquoi Donald Trump est à la défensive en Géorgie. Parce qu'aujourd'hui, Atlanta, le fameux Fulton County, Atlanta, c'est 60% désormais de l'électorat total de la Géorgie. 16 grands électeurs, 60% des électeurs sont sur Atlanta, Fulton County, où dans certains bureaux de vote, certaines catégories de Fulton County, Biden avait fait plus de 80% des voix. Et donc pour les démocrates, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut se concentrer sur Atlanta et Fulton County, comme l'avait fait Joe Biden. L'avantage de Kamala Harris, c'est qu'elle performe encore mieux que Joe Biden sur Atlanta et sur Fulton County, ce qui lui permet d'aller se concentrer sur le deuxième aspect. La campagne de Biden en 2020, ça avait été de dire on limite les pertes dans le reste de l'État, dans la partie rurale de l'État. On gagne largement à Fulton County, à Atlanta et en banlieue d'Atlanta. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui va se reproduire en 2024 avec, encore une fois, normalement des chiffres encore plus importants et on limite dans le reste. Et c'est pour ça que, pour la première fois depuis 1990, un démocrate est allé parler à Savannah. Ouais, c'est le meeting que nous avons vécu ensemble il y a 2 jours. Je vous en avais expliqué l'importance. La plus grande importance, c'est de se dire, voilà, allons faire campagne dans les zones rurales. Si on limite la casse dans les zones rurales, on ne va pas aller gagner dans ces parties-là. Donald Trump est populaire dans les zones rurales. Mais si on limite la casse dans ces zones rurales, on gagne facilement le reste de l'État. Et donc, on gagne la Géorgie. Donc, ce sont les informations que la campagne a. Tout à l'heure, je vous parlais en introduction de, par exemple, lorsqu'on regarde, on appelle ça Regional Polarization. Regional Polarization. Je ne sais même pas si ça se dit, ça se traduit comme ça en français, polariser au niveau des régions, c'est honteux. Et donc, c'est la fatigue. Et donc, lorsqu'on regarde, par exemple, tout à l'heure, je vous expliquais pourquoi l'Iowa est passé de mauve, de bleu, purple à rouge, de plus en plus rouge, c'est parce que l'Iowa, et c'est pareil avec l'Ohio, ce sont des États où le vote rural
est toujours le plus important. Il n'y a pas ces gros centres, 67% avec Phoenix en Arizona, 60% en Géorgie et 40% en Caroline du Nord. 40%, c'est presque trop peu en Caroline du Nord. Et c'est là que le troisième facteur rentre en ligne de compte. On s'est demandé pourquoi Kamala Harris avait choisi Tim Walz et pas Josh Shapiro avec l'importance de la Pennsylvanie. Je vous réexplique, plus de 130 millions de dollars vont être dépensés dans les 2 prochains mois sur la Pennsylvanie. Pourquoi alors ne pas être tapis sur la Pennsylvanie et d'aller choisir comme colistier le gouverneur de l'État, quelqu'un qui est extrêmement populaire? Parce que la campagne Harris, comme la campagne Biden avant, avait identifié une autre raison qui leur permettait d'être compétitifs en Caroline du Nord. Alors vous savez, lorsqu'il y avait cette pression pour faire quitter Joe Biden, le ticket démocrate, il cessait de répéter qu'il était candidat, qu'il ne le souhaitait pas, mais qu'il était candidat parce qu'il était le seul à pouvoir battre Joe Biden, à pouvoir battre Donald Trump. Ça veut dire quoi? Ça voulait dire que lorsqu'on regardait à l'échelle micro des États, on se rendait compte que Joe Biden performait convenablement. Ça ne voulait pas dire qu'il faisait mieux ou qu'il battait Donald Trump, mais qu'il arrivait à aller séduire des électeurs dans une catégorie essentielle à Donald Trump, sa catégorie numéro 1, les hommes blancs qui n'ont pas de diplôme universitaire, qui n'ont pas fait d'études. Et Joe Biden, en Caroline du Nord, performait mieux qu'ailleurs. Je vais vous donner là encore des données démographiques pour que vous compreniez. 45% de l'électorat en Caroline du Nord, 45% de l'électorat en Caroline du Nord, ce sont des blancs, des hommes et des gens qui ne sont pas allés au-delà du bac, maximum le bac. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on regarde ces statistiques-là, normalement, lorsqu'il y a 45% des électeurs qui sont dans cette catégorie-là, c'est un avantage pour Donald Trump. On retrouve les mêmes proportions dans l'Ohio, dans l'Iowa, dans tous ces États, l'Indiana, etc., le Kentucky, que Donald Trump remporte. Mais, pour différentes raisons, une partie de cet électorat connecté avec Joe Biden. Et c'était pour ça que Joe Biden estimait qu'il était le seul à pouvoir battre Donald Trump, parce qu'il allait diminuer l'impact de Donald Trump avec ces catégories-là. Aujourd'hui, c'est évidemment la catégorie la plus faible pour Kamala Harris. Les hommes votent principalement pour Donald Trump, et encore plus les hommes blancs sans diplôme. Sauf que il y a une personne dont le profit performe aussi bien que celui de Joe Biden, c'est Tim Walz. Et Tim Walz, du coup, va permettre de connecter ce que Shapiro n'aurait pas pu faire avec ces électeurs-là. Ça ne veut pas dire que les démocrates vont gagner dans les campagnes de Géorgie ou gagner dans les campagnes de Caroline du Nord, mais ça veut dire qu'ils vont limiter les dégâts. Et donc, lorsque on limite les dégâts et qu'on performe dans une ville comme Charlotte qui rassemble 40% de l'électorat, d'un coup, la Caroline du Nord, quand on rajoute l'effet Mark Robinson, quand on rajoute les nouvelles personnes qui sont inscrites sur la liste électorale, quand on rajoute le petit coup du destin du bulletin de vote, d'un coup, la Caroline du Nord devient compétitive. Je vais vous montrer des chiffres de la manière dont Tim Walz est perçu justement dans ces États. Sa cote de popularité. Il fait du plus 19 en Minnesota. C'est ce que je vous expliquais, le Minnesota.
le Minnesota n'est plus un État clé. Le Minnesota va être remporté par les démocrates. Michigan, plus 16, Tim Walz. Wisconsin, plus 14. Ce sont des États clés extrêmement importants. Et là-dessus, lorsque on bascule sur la Géorgie, plus 13. Il fait du plus 13. Nevada, plus 13. Pennsylvanie, plus 12. Et quand on arrive en Caroline du Nord, il fait du plus 8. Il a une opinion positive, alors que Kamala Harris n'en a pas, que J.D. Vance n'a pas d'opinion positive. Et donc, ce sont ces miettes, grâce à Tim Walz, qui vont permettre... Et ça explique pourquoi, lorsque Kamala Harris a décidé de faire venir Tim Walz à la place de Josh Shapiro, elle s'est dit, OK, Shapiro nous offre peut-être la Pennsylvanie. Thomas, si tu peux retourner sur la carte interactive. Donc Shapiro nous offre la Pennsylvanie qu'on met en bleu. Donc nous offre la Pennsylvanie qui est donc cruciale, hein, donc ça permet de 226, mais il ne nous permet pas de gagner en Caroline du Nord où nous ne sommes pas à 60%. Donc la Caroline du Nord va à Donald Trump. En Géorgie, Shapiro nous permet pas forcément de limiter l'impact dans les campagnes, mettant la Géorgie pour Donald Trump. L'Arizona, la même chose. Shapiro ne connecte pas avec le Sun Belt, il ne connecte pas avec le Nevada. Et donc, ça met la pression de gagner dans le Michigan et dans le Wisconsin. Wisconsin, État rural, qui ne correspond pas non plus à la Pennsylvanie. Et du coup, on revient à l'origine de pourquoi Donald Trump est allé choisir J.D. Vance. J.D. Vance, élu de l'Ohio, en se disant, en ayant J.D. Vance élu de l'Ohio, on performe dans le Wisconsin, dans le Michigan, et on vient peut-être embêter Shapiro en Pennsylvanie pour lui mettre la pression. Et donc vous voyez que même si le Michigan est bleu, on y arrive, les démocrates perdent cette élection-là, parce que le côté intellectuel, gars qui a fait énormément d'études, qui n'est pas un candidat rural, permet à Donald Trump de gagner le Wisconsin. La candidature de Tim Walz transforme complètement la carte. Le Wisconsin est bleu, le Michigan est bleu, la Pennsylvanie est bleue, nous sommes à 270 et la Caroline du Nord est bleue. Les démocrates peuvent se permettre de perdre la Géorgie, le Nevada et l'Arizona, et ils gagnent s'ils remportent la Caroline du Nord. Ils peuvent même se permettre, s'ils gagnent la Caroline du Nord et perdent la Pennsylvanie, vous allez voir, ils sont toujours en course. Il leur suffit de gagner en Géorgie, je vous rappelle ce chiffre qui n'apparaîtra dans aucun sondage, 60% de l'électorat de la totalité de la Géorgie est sur Atlanta et Fulton County. 60%. Où ils peuvent gagner, ils peuvent même perdre la Géorgie, les démocrates. Regardez, ils perdent la Géorgie. Hop, on bascule sur l'Arizona. On y arrive. Non, c'est bon, prends ton temps, Thomas. Voilà, très bien. On bascule sur l'Arizona. Ils gagnent l'Arizona parce qu'en Arizona, 67%, mutation démographique, 67% de l'électorat désormais est sur Phoenix et une majorité d'électrices femmes avec l'avortement. Voilà, allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après.